Ouais, toi, on est déjà 5. Là. On va atteindre la demi-douzaine. Alors, bienvenue à tout le monde qui vient au ciel du mois d'octobre et novembre pour 2021. Alors, l'image que vous voyez, c'est une des photos que Robert Adam, je pense, a faites lors de notre soirée d'inauguration. Elle est au moment où est-ce que il y avait déjà du monde qui observait qui avait déjà leur télescope installé puis qui commençait à observer. Alors, OK. Alors, on voit ici le ciel du mois d'octobre, au milieu du mois d'octobre, à 11 heures de la nuit. On voit qu'au centre, où il y a la ligne rouge, c'est le carré de Pégase qui est bien placé. On voit que complètement à droite, c'est l'aigle et puis le cygne, là, toutes les constellations d'été qui tranquillement se couchent. Alors, elles vont être au mois d'octobre et encore observables de nuit, mais en début de soirée à l'ouest. Alors, c'est pas nécessairement les conditions les plus favorables. Je vous fais remarquer qu'en bas, on voit la grosse tache jaune qui est marquée Jupiter et Saturne. Alors, ce sont les planètes géantes. On voit là qu'elles commencent à être rendues basses sur l'horizon. Ça commence à être vos dernières chances de les observer. On voit plus loin, plus proche de la ligne au centre, Neptune, et puis sur la ligne rouge, plus loin en arrière, on va voir Uranus. Deux planètes qui ne sont pas nécessairement faciles à observer, mais on a observé Uranus avec la dernière sortie qu'on a faite au terrain. Ça a été un petit défi de la trouver, mais on l'a trouvé quand même relativement facilement. On voit ici le mois suivant, au milieu du mois de novembre, où il va sûrement commencer à faire frisquet. Puis là, on voit vraiment que des géantes comme Jupiter commencent à être difficiles à observer. Puis on voit que 11h à 10h30, ben là, c'est presque 11h l'heure. Saturne est déjà couché. Alors, ça va être le temps pour observer les deux autres planètes externes, Uranus et Saturne. Ils vont être bien placés. Puis on voit aussi à la gauche que Orion commence à se lever tranquillement. On a le taureau avec les Pléiades. Alors ça, c'est une grosse partie de notre ciel de l'automne tel qu'il était observé. Puis on regardait complètement en haut à gauche. En haut à droite, on voit là, que le signe il commence à être sur le bord d'aller se coucher, puis on voit que l'aigle et toutes ces constellations d'été au mois de novembre sont vraiment parties. On voit les éphémérides solaires. Alors, on voit que, bon, je vous fais remarquer que au début en fait, au début du mois de novembre, le 7, l'heure va changer. À 2 heures du matin, on recule l'heure de 1 heure. Et donc, pour les éphémérides, si j'ai pas fait d'erreur, les, euh, les dates, les heures au mois d'octobre sont en heure avancée et celles qui sont au mois de novembre sont en heure normale. Donc, on voit que le lever commence à être tard. À la fin du mois d'octobre, c'est 7h33. Et puis que le coucher commence à être de bonne heure, 19h21. Alors, on voit l'équinoxe est déjà passé. Il était le 22 septembre. Les jours perdent 1 heure et demie d'ensoleillement pendant ces 2 mois-là. Et le soleil tranquillement augmente en grosseur jusqu'au périhélie qui va être le 4 janvier. Alors, on se rapproche du soleil même si là, on avance vers l'hiver parce qu'évidemment, l'inclinaison fait que l'inclinaison de la Terre fait que l'hémisphère nord pointe euh, à l'opposition, c'est pas à l'opposition, mais à l'opposé, si vous voulez, du soleil. Le soleil est plus direct sur l'hémisphère sud que sur l'hémisphère nord. Donc, on est moins ensoleillé. Le soleil, comme il est plus bas sur l'horizon, il est plus oblique. Il y a moins de rayons qui nous touchent. On voit que les taches solaires suivent relativement bien les prédictions. Ça commence à devenir plus actif.
On voit là, ici la ligne en rouge, c'est la prévision, mais la ligne en bleu sont les observations actuelles. On voit tranquillement que ça commence à remonter et on va voir que on a eu un soleil relativement actif. Alors, on voit cette image-là du 5 septembre où il y a beaucoup, beaucoup de tâches pour le soleil. C'est vrai, c'est pas un record, mais personne parle de record, mais c'est vraiment très, très actif. Alors, si vous avez un télescope solaire, euh, c'est le temps d'en profiter. C'était le temps d'en profiter au début de septembre. Et ça vous donne une bonne illustration du fait que le soleil devient plus actif. On le voit ici en calcium K, à peu près la même époque. Et la différence entre le visible et le calcium K, c'est que là, on voit en fait la surface du Soleil. C'est une longueur une longueur d'onde très, très précise avec des télescopes spécialisés. Et ce que vous voyez là, c'est vraiment la surface. Tandis que quand on voit en lumière blanche, l'image précédente, on voit une image qui est plus intégrée, qui inclut la lumière de la surface du Soleil, incluant celle qui vient de son atmosphère. Alors, on voit quand même qu'il y a beaucoup de plus de tâches qu'elles sont grosses, que les parties magnétiques sont très, très bien développées. Il y en a qui font du dessin, qui sont pas nécessairement équipés pour faire de l'astrophoto. Alors, c'est un membre, puis un copain, Carl Jorgensen, membre du Montreal Center, du club anglais de la Société royale, qui lui fait des dessins. Ça date du 7 septembre. Alors, c'est presque la même image, sauf que le soleil a tourné de 2 jours. On voit encore à quel point il y a beaucoup de dessins. Alors, vous avez besoin d'un télescope qui est filtré pour observer le soleil. Alors, c'est ce que Carl a, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire de la photo pour pour enregistrer vos observations. Vous pouvez simplement les dessiner. Alors, ce que vous voyez, c'est une page qui est photocopiée que Chuck Carl imprime et puis il dessine dessus les tâches qu'il voit. Là. Oui, Oui, ouais, bonjour, c'est Charles. J'avais une question concernant oui. les tâches. Est-ce que les tâches durent longtemps? Enfin, je veux dire, Bon, les tâches sont bonnes. je Est-ce vais qu'elles faire, durent une semaine? je vais faire assemblant de savoir ce que je dis. Les tâches vont durer, peuvent durer euh, un tour complet autour du Soleil et des fois un peu plus. Fait qu'on parle d'un côté à l'autre, je pense qu'on parle d'à peu près une dizaine de jours pour traverser d'un bord à l'autre. On peut parler à peu près peut-être d'un mois même. C'est relativement rare que tu vas voir des tâches qui disparaissent, tu sais, qui tranquillement tournent puis s'en vont vers l'arrière du soleil puis qui vont revenir, mais c'est déjà arrivé. On avait un membre du club qui nous avait déjà rapporté de l'avoir fait cette observation-là, qu'il observait le soleil fréquemment puis que la tâche était. Évidemment, je m'en vais dire que ça prend un peu de foi. Les tâches vont changer de forme au fur et à mesure qu'elles vont évoluer un peu. Là, OK? Fait que quand que tu l'as vu disparaître à l'ouest, parce que ça me semble que c'est ce côté-là, quand tu l'as vu disparaître de ce côté-là, ben là, tu t'attends peut-être qu'à 5-6 jours plus tard, ben, plus que ça un peu, là, elle réapparaisse de l'autre côté si elle existe encore. OK? Ok. Fait que c'est assez long que si tu pognes une coupe de journée nuageuse, tu peux t'en sauver, là, mais c'est pas si long que ça quand même. Ça dure pas des mois de temps. Ok, ok. Merci beaucoup. Alors, en Euh, voici. excusez-moi, je ne voulais pas interrompre. Si ça ne dérange pas que je pose la question, est-ce que le nombre de tâches ou la grosseur des tâches peut avoir un impact sur la quantité de chaleur qu'on reçoit du soleil ou d'énergie qu'on reçoit du soleil? Théoriquement, oui, puis je pense que c'est peut-être même mesurable, mais en fait, c'est une très, très, très petite fraction, en bas d'1%. Là, je ne suis pas certain, là, mais c'est très, 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 très faible. Parce que je pense qu'on parle de moins de 1% de la surface. Oups, je m'en vais dans le mauvais sens. Un soleil qui est tacheté comme ça, on parle quand même de pas moins de 1% de la surface qui a des taches. Puis les taches ont l'air noires, mais en fait, elles sont relativement brillantes. Le soleil est très, 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 très brillant, puis les taches sont
un petit peu moins brillantes. Elles sont pas noires du tout, là. Elles apparaissent noires dans les photos, puis à l'observation à cause du contraste, mais elles sont quand même très chaudes. Là. Elles sont peut-être 1000 degrés Celsius de moins que la surface du Soleil, mais là, on parle encore de 3-4 000 degrés. C'est encore relativement chaud. Et ça éclaire aussi. Là. Ça émet de la lumière pareille. Mais en fait, de variabilité de température, d'insolation, de quantité de lumière ou de chaleur qu'on reçoit, généralement, c'est considéré comme étant négligeable. La couverture nuageuse de la Terre aurait une plus grosse influence sur la quantité de chaleur qui atterrit sur la surface du globe que les taches. OK, ça fait du sens. Ouais. En voici une autre photo que j'ai trouvée sur le web cet été. On voit ici, c'est Thierry Legault, qui est un astrophotographe très reconnu. Alors, lui, il a fait, c'est durant une éclipse du 10 juin en France. Alors, on voit qu'en haut à droite, en haut à gauche, la Lune tranquillement s'en vient sur le Soleil. Un petit peu en dessous de la Lune, vous le voyez peut-être pas beaucoup, en tout cas, il faut le regarder. Il y a une tache qui a l'air la forme d'un H. Ça, c'est la station spatiale qui passe devant le Soleil en même temps que la Lune passe devant le Soleil à cet endroit-là. Alors, M. Legault est reconnu pour faire ce genre d'observation-là. C'est pas des accidents. Il calcule à l'avance puis il fait le voyage pour faire ce type d'observation-là. C'est pas la première fois qu'il en fait. Mais effectivement, c'est toujours un tour de force puis ça vaut la peine de les montrer. En tout cas, tant qu'à moi. Là. Est-ce que cette image est en échelle? Parce que me semble, elle a l'air assez grosse, la station spatiale, non? Je te dirais que à l'œil comme ça me semble réel. Ouais. Oui, parce que j'ai déjà observé la station spatiale au télescope avec un Dobson de 10 pouces et puis on voit relativement bien le H, c'est gros, là. C'est peut-être la grosseur de Jupiter, quelque chose comme ça, là. C'est peut-être j'imagine, c'est parce qu'elle est plus proche de nous, j'imagine. C'est peut-être Oui, qu'on la voit bien comme ça. OK, c'est ça. oui, oui, oui. La station spatiale est aux alentours de 400 à 500 km d'altitude au-dessus de la surface. Alors que le Soleil, on parle Moi, de... j'ai entendu. Oui. Moi, j'ai entendu 600 km à Ouais, peu près. ouais, c'est ça. Ben, c'est dans ces eaux-là, ça varie beaucoup. Puis la station spatiale, comme elle Mhm. est comme c'est assez basse, elle est ralentie par la friction de l'atmosphère terrestre, puis elle descend tranquillement. Puis une fois par année ou 2 fois par année, il faut qu'il envoie la navette spatiale ou maintenant un Soyouz qui s'accroche dessus pour la pousser, pour la remonter. Si elle ne remonte pas régulièrement, elle va descendre trop bas, puis là, un moment donné, elle va s'écraser. Bon, un moment donné, c'est ce qui va y arriver parce que ça sera rendu une poubelle qui va être craquée, puis qui va être à mettre au vidange, là, mais d'origine, elle a été faite comme ça. Et puis, la raison principale était qu'en partie, le fait qu'elle est si basse que ça protège les habitants de la station spatiale par la magnétosphère de la Terre. Alors, la magnétosphère de la Terre dévie beaucoup du vent solaire, ce qui fait que les astronautes qui sont dans la station spatiale ne subissent pas nécessairement beaucoup de radiation du Soleil. C'est ce qui leur permet de passer des mois, peut-être même, je pense que le plus long a été pas loin d'une année, en orbite, sans recroqueviller, d'attraper le cancer et tout ça. Là. C'est ça. Je pense l'astronaute américain, là, il avait fait presque 300 jours, si je ne me trompe pas. J'ai oublié son nom, là, mais je pense il est membre du Congrès ou son frère est membre du Congrès, mais il avait fait un 300 quelques jours, etc., sur la station spatiale pour battre le record. Ça me dit quelque chose, malheureusement, le nom ne me revient pas. Mais effectivement, les c'est des séjours qui peuvent être relativement longs. Mais pour que ça soit long, faut que on parle parfois du fait que les astronautes qui sont allés sur la Lune, eux, ont passé au travers de la ceinture de Van Allen
Et puis, pendant qu'ils étaient en transit, en fait, tout le temps qu'ils ont sorti de l'orbite de la Terre, ils étaient, eux, sujets directement aux radiations du Soleil. Et puis, ça faisait partie des plans de la NASA d'observer l'activité solaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de grosses éjections, pour pas qu'il y ait de la radiation soit pas particulièrement élevée, parce que, bon, ces vaisseaux-là étaient faits juste assez épais pour te faire run, mais c'était pas... alors, il y avait... c'est tout un équilibre entre le poids du véhicule et ces choses-là. Ok. Peut-être si je peux faire une autre question pour toi et pour tout le monde qui écoute. Juste dévier un peu, parce qu'on parle beaucoup de la station spatiale dernièrement, mais on parle dans le futur d'amener du monde sur d'autres planètes comme Mars, que c'est des voyages très longs, où est-ce qu'on pourrait être exposé à des radiations pour beaucoup plus longtemps. Alors, c'est quoi un peu les recherches qui sont faites là-dessus, les impacts qu'on peut avoir sur le corps humain? Est-ce que c'est possible qu'on se rende sur pendant un an et demi, 2 ans, exposé à ce genre de conditions-là? Je suis pas un expert de ça. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était un sujet d'étude relativement sérieux, à ma connaissance, au niveau de la NASA. Généralement, les radiations viennent de deux sources, de l'univers au complet alentour et surtout du Soleil. Et généralement, les vaisseaux sont faits pour protéger de la radiation qui vient du Soleil, qui est beaucoup plus intense. Maintenant, il y a, à ma connaissance, rien de vivant a été envoyé jusqu'à Mars et est revenu. Fait que la preuve n'a pas été faite encore que c'est Que c'est plausible. possible dans le fond, Ben, hein? c'est sûrement faisable dans le sens qu'on peut sûrement bâtir un vaisseau avec des parois assez épaisses, puis de mettre un parapluie en arrière assez loin que il bâtit. Mais effectivement, là, on vient, c'est un problème d'ingénierie plus que d'autres choses. Puis là, la question, c'est vraiment quel est le coût. Entre autres, on parle d'utiliser l'eau qui est à bord du vaisseau pour que les astronautes puissent boire, mais de s'en servir aussi comme paroi pour atténuer la radiation, ces choses-là. C'est toutes des choses qui sont pas nécessairement des problèmes qui sont résolus, un. Deuxièmement, c'est pas clair que ça va vraiment se faire. Troisièmement, ça coûte très cher parce que pour se rendre sur Mars, ben, les lois de la physique qui s'appliquent sont la physique newtonienne. Alors, F est égal à ma, la force est égale à la masse, c'est pour l'accélération. Pour se rendre loin, ça prend beaucoup d'accélération, donc beaucoup de force. Ça veut dire que peut-être il va falloir avoir quand même un peu plus de masse. Alors, tout ça commence à devenir un problème plus complexe. Je pense qu'on peut voir les vaisseaux qui sont allés sur Mars présentement. Ça a tout été des robots, sont relativement petits. Plusieurs ont fait le tour du Soleil avant de se rendre pour avoir l'accélération gravitationnelle par Vénus. Les problèmes techniques à régler sont pas inconséquents. Puis, regarde, on va commencer par voir si jamais ils sont vraiment sérieux d'envoyer du monde sur la Lune, d'y retourner. Bon, on n'a pas vraiment raison d'aller sur la Lune. En tout cas, on n'en a pas un besoin express. On va voir qu'on commence par voir ça. Mais est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est possible? Peut-être. Est-ce que c'est abordable? C'est une question beaucoup plus difficile à répondre. Puis je Non, pense je pas. comprends. Je Ouais. comprends tout à fait. Et je suis aussi de l'avis que avant qu'on envoie du monde sur Mars, on devrait les envoyer sur la Lune en premier parce que ça fait tellement longtemps et qu'avec les nouvelles technologies qu'on a maintenant, faire un petit voyage pour tester, comme on dit, test the waters, comme on dit en anglais, là, avant de faire le long voyage, ça fait du sens. Ouais. Alors, je vous montre une éruption qui était. Ouais, puis je pense que c'est vraiment. Pour envoyer quelques milliardaires sur Mars, c'est une bonne idée. Pardon, j'ai pas compris. Alors, je disais juste que si on pouvait envoyer certains milliardaires vers Mars, ce serait une bonne idée. Oui, puis présentement, certains de ces milliardaires-là nous proposent des voyages, puis généralement, ils parlent de voyages à sens unique. Hein?
ils garantissent pas le retour, fait pas partie du prix du billet. Fait que tu vas te rendre sur Mars, puis tu vas passer le restant de tes jours là, et puis le restant de tes jours pourrait être assez court. OK? Parce que tu n'auras peut-être pas nécessairement de ravitaillement. En tout cas, c'est pas vraiment. Moi, c'est pas une course auquel je m'attelle. Personnellement, je pense qu'on devrait mettre ça en arrière de nous, puis regarder plutôt envoyer des robots sur Mars. Ils sont plus petits, plus faciles à envoyer, n'ont pas besoin de les garder vivants, donc ça simplifie un paquet d'affaires. Puis au niveau d'exploration, on va en réussir plus avec des sondes automatisées qui allaient en personne. Puis il n'y a rien qu'on peut ramener de Mars ou même de la ceinture d'astéroïdes, en tout cas pas à date, qui permettrait de payer pour les frais du voyage. Quand on arrivera à ça, puis il y a des groupes américains qui se penchent sur le problème, là, qui ont été formés, des corporations qui ont été faites même pour ça, peut-être qu'eux autres vont résoudre l'énigme, mais à date, c'est assez vieux comme possibilité, puis ça n'a pas été particulièrement réglé. Alors, moi, je pense qu'on risque de voir des sondes encore longtemps voyager dans notre système solaire. Une dernière image, peut-être pas la dernière, mais ce qu'on voit ici, c'est ce qu'ils appelle une pinhole caméra. C'est une partie de papier qui a été sensibilisée. Généralement, c'est avec des produits chimiques. Et puis, on la met dans une bouteille. On met ça en quelque part à l'extérieur. Puis, les lignes blanches que vous voyez, c'est le trajet que le soleil a fait durant toute la journée. Alors, il se lève à gauche. Et puis, au sud, est au centre de l'image et il se couche à droite. Alors, on parle, c'est une image qui a été faite par Kareem Jaffer, qui a été ou qui est peut-être encore président du Montreal Center de la SRAC, qui est dans l'ouest de la ville. Lui enseigne au collège John Abbott. Alors, ça a été fait sur le campus du collège. On voit en arrière une partie du fleuve. Et puis, on voit le lac, en fait, cette partie-là, c'est le lac Saint-Louis. Juste pour vous montrer à quel point on peut faire quand même des choses relativement intéressantes avec des techniques assez simples. Bon, je vais parler de l'éclipse du 8 avril 2024. Pourquoi? Parce que, bon, je suis tombé dessus en quelque part cet été. Bon, je le savais d'avance, mais je vous en parle cette fois-ci pour vous dire que elle sera totale sur une partie de la ville de Montréal. J'ai malheureusement pas mis cette image-là. Et incluant la rive sud et le centre-ville. Elle sera totale aussi à Saint-Valérien. Puis ça, je l'ai vérifié. On est assez en dedans de la totalité qu'il n'y a pas de doute, à mon avis, à ce sujet-là. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est la carte que Jay Anderson prépare d'habitude pour les éclipses. Alors, vous voyez la légende à droite de l'image. Bleu, ça veut dire que c'est complètement dégagé. Rouge, ça veut dire que c'est complètement couvert. Alors, vous voyez que le Québec n'est pas particulièrement choyé. C'est dans le 50% de dégagé, peut-être un petit peu moins que 50% dégagé, 40% dégagé. Alors, si vous voulez voir cette éclipse, les astronomes commencent déjà, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, à planifier leur voyage qui sera probablement au Texas. C'est le centre du Texas qui est présentement l'endroit où les conditions météorologiques devraient être les meilleures. Aller au Texas, c'est un voyage qu'il faut planifier plus d'avance. Alors, je vous en donne un aperçu si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, pour voir cette éclipse-là, c'est pas la dernière sûrement de mon vivant, mais c'est la prochaine. Puis après ça, ça risque d'être encore un peu plus loin avant d'en avoir une belle en Amérique du Nord. Alors, les phases lunaires, on les voit ici. Alors, on voit que pour le mois d'octobre, la nouvelle lune est le 6. Donc, en fin de semaine, qui est le 2, c'est un tout dernier quartier, c'est-à-dire une lune qui va se coucher en fin de nuit. Excusez, une lune qui va se lever tôt le matin.
après ça, on tombe sur la nouvelle lune. Et après ça, le 9, c'est un tout petit premier croissant. Le 16, là, on voit une lune beaucoup plus grosse passer le premier quartier. Alors, ça, c'est moins intéressant pour une sortie d'observation de sel profond. Alors, donc, il faut se rappeler, pour le mois d'octobre, c'est au début du mois. Pour le mois de novembre, c'est à peu près la même chose. C'est le début du mois de novembre qui est intéressant. Et la toute dernière fin du mois de novembre. Alors, la dernière semaine du mois d'octobre, la première de novembre, qui se trouve à peu près être la même chose. Et puis après ça, on retombe à la fin du mois de novembre. Donc, c'est les extrêmes du mois d'octobre qui sont les plus intéressantes pour l'observation lunaire. Côté libération, je vais vous montrer un petit peu plus loin pourquoi j'en parle. Les libérations sont particulièrement favorables si on regarde au premier quartier du mois d'octobre. Ça veut dire que la Lune va nous faire plus face au mois d'octobre dans le premier quartier. Alors, on voit ici que c'est en bas à droite. On parle du 10 au 12, du 12 octobre, c'est-à-dire on voit la petite ligne rouge. Ça, c'est là où se trouve le point où la Lune nous fait face. Et ça dure à peu près, pas tout à fait une semaine, mais c'est favorable pendant une semaine. Et on revoit à peu près la même chose pour le mois de novembre. C'est-à-dire que quand on est au premier quartier, on a une libération très favorable pour le côté est. Alors, voici une photo. Et puis, pour la libération, ce que vous voyez ici en haut à droite, c'est la mer, c'est des mers, la mer des crises qui se trouve ici, et Humboldt. Alors, toute cette partie-là va être plus accessible pour la Lune durant la partie où la libération sera favorable. C'est cette partie-là de la Lune qui va valoir la peine d'être observée. Oui. Patrice? Oui, Shirley. C'est parce que c'est écrit 17 septembre? Cette image-là date de 17 septembre. C'est une image que j'ai D'accord. faite OK. avec en face de chez nous. Alors, D'accord, OK. je vous montre une de mes photos que j'utilise pour OK. cette fin-là. On voit aussi, je vais attirer votre attention sur l'autre côté à gauche, où on voit le terminateur. Oui, c'est de ce côté-là que sont on voit plus le relief quand que le soleil est levant ou quand le soleil est couchant sur la Lune. C'est cette partie-là qui se trouve les parties les plus belles à voir. Mais dans ce cas ici, on va voir des cratères ou des mers sur le côté est qui vont être particulièrement bien placés pour nous. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'une libération qui va être favorable. Bon, Mercure en conjonction le 9, élongation maximale le 25, et ce sera sa meilleure apparition du matin. Elle sera occultée par la Lune le 3 novembre, mais elle sera mal placée pour le reste du mois. Alors, on voit que on a affaire là, à une planète Mercure qui va passer devant le Soleil. Donc, il y a une bonne partie d'octobre. La conjonction, c'est quand elle va être presque en face, qui ne sera pas particulièrement favorable. Alors, la conjonction, alors vous voyez ici la petite croix rouge où se trouve Mercure et où se trouve le Soleil. Alors, ça, c'est à toute fin pratique inobservable. Mais c'est le moment où le Mercure et le Soleil seront à l'heure plus proche. C'est d'intérêt, si vous voulez, académique. L'élongation maximale, on voit ici que dans l'image de gauche, que le petit X où se trouve Mercure est relativement loin du Soleil, même si est un petit peu plus basse que malheureusement le Soleil. Mais si on regarde l'image en bas à droite, on voit que Mercure pourrait être visible. Il y a des planètes qui sont observables de jour parfois, et ça pourrait être le cas ici. Ce n'est pas nécessairement une observation que je recommande
à quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expertise parce que c'est une observation relativement difficile. Mais c'est une observation qui est faisable. Et on voit ici Mercure qui est occulté par la Lune. On voit tranquillement, on voit juste un tout petit croissant au centre du X. Et Mercure est caché. Encore là, c'est en plein jour, alors ça sera plus académique que d'autres choses. Mais on la voit ici un petit peu plus proche où il serait peut-être possible avec un observateur très chevronné. Moi, je ne suis pas certain que c'est absolument observable, mais c'est ce que ça donnerait. Alors, vous verriez la Mercure disparaître derrière la Lune et réapparaître un petit peu plus tard, le 3 novembre. En plein milieu de l'après-midi, en tout cas. Fait qu'au moins, ça a cet avantage-là. Pour Vénus, la plus grande élongation sera le 29 octobre. Et il y aura un rapprochement le 7 novembre. Alors, on a affaire à une Vénus qui va être relativement haute et qui sera relativement grosse, puis qui aura l'apparence d'un croissant, ou d'une demi-lune, si vous voulez, parce qu'elle est relativement, l'angle est assez ouvert entre le Soleil et la Lune et Vénus. Alors, on voit ici le 29 novembre que Vénus sera relativement haute. L'élongation de 47 degrés, c'est-à-dire c'est relativement large. L'angle entre Vénus et le Soleil sera relativement élevé. On voit le Soleil en bas à droite ici, tout doucement, là. Et puis on voit que Vénus est en haut à gauche. Mais c'est en début de soir, en fait, à 4h10. Mais c'est relativement bas, alors ce ne sera pas nécessairement une observation particulièrement facile. Et le rapprochement, on voit le 7. Ça, c'est peut-être un petit peu plus simple à voir. Encore là, c'est des observations de jour, alors c'est pas des observations nécessairement faciles, mais ça démontre bien qu'on peut observer le planétaire en plein jour. Mars, comme vous l'avez remarqué, conjonction dans l'image à gauche au début du mois d'octobre, on parle du 8, donc elle sera complètement à peu près en arrière du Soleil. Et à toute fin pratique, elle est de l'autre côté du Soleil pour octobre et novembre, elle n'est pas observable. Et si elle le serait, vous voyez qu'on a une toute petite image de Mars. Alors, l'image ne serait pas particulièrement... On n'aurait pas une grosse planète Mars. Ce n'est pas l'année de Mars, ça sera l'an prochain. Pour vous donner une idée de la distance entre Mars et le Soleil au mois d'octobre, la difficulté se trouve vraiment de mettre Mars dans votre télescope sans vous faire brûler l'œil par la lumière incidente du Soleil. Alors, c'est une observation qui est très particulièrement difficile. Après Mars, on parle de la ceinture d'astéroïdes et je peux vous rapporter la bonne nouvelle que l'astéroïde 10053 s'appelle maintenant Noël de Tilly. Noël de Tilly était le secrétaire perpétuel de la Société d'astronomie de Montréal à l'époque, dans les années 60. L'astéroïde a été nommé en son honneur. Puis on ne parle pas de petite garnotte, c'est un astéroïde de 4470 km de diamètre. C'est gros. C'est très gros comme astéroïde. C'est un astéroïde de la ceinture principale, magnitude absolue de 13,9. Il y a une période de 3,44 ans. Ça prend 3,44 ans ou 1256 jours pour faire le tour du Soleil. Alors, il a été découvert en 1987 par M. D.B. Hogne en utilisant l'observatoire La Silla qui est au Chili. Je me rappelle bien. Alors, on voit en bas la citation officielle. Roland L.D.T. was a leader of the Royal Astronomical Society of Canada, Centre de Montréal for many years. He wrote for le siècle des jeunes naturalistes under the pen name L'Ami des Étoiles. He received the prix Georgette Lemoine en 72. The Astronomical Society of France presented him with the médaille Camille Flammarion. Alors, c'est quand même tout un honneur pour un de nos membres du club, le bon M. Detilly, est décédé, on le voit, en 1983. Mais c'en est un qui a été vraiment un des grands pionniers. Je pense que Yves l'a connu. Si tu as quelque chose à dire au sujet de M. Detilly. Oui. Alors, tout jeune, je suis devenu membre de la Société d'astronomie de Montréal. Et puis, lorsque je l'ai rencontré, le monsieur était impressionnant dans le sens où
on sentait son professionnalisme, son sérieux. Et puis, il y avait aussi une bonne poigne. Alors, il faut rappeler qu'à ce moment-là, que la Société d'astronomie de Montréal avait plusieurs centaines de membres. Et c'était une belle époque. C'était l'époque aussi, lorsqu'on recule au début des années 70, de l'exploration spatiale. Alors, il y avait un engouement là, pour l'astronomie et puis l'astronautique. Fait qu'effectivement, c'est une belle chose que de voir dans le firmament pour le reste de, de l'éternité, M. Noël de Tilly. Alors, ça nous rappelle un grand bénévole. Alors, si vous êtes curieux, voici 10 053 Noël de Tilly qui se trouve ici en bas en blanc, présentement un petit peu au-dessus du plan du système solaire. Et on voit ici où se trouve la Terre, alors Mercure et Vénus. Pour vous donner une idée, dans le ciel présentement, le 1er octobre, à 20h30, il va être en plein sud, à peu près à son plus haut, puis je vous dirais peut-être à 10 degrés d'élévation. Alors, c'est pas une période particulièrement favorable pour observer l'astéroïde Noël de Tilly. Puis on lui donne une magnitude visuelle de 18. Ça, c'est pas vraiment observable visuellement, même avec des télescopes de l'ordre des 20 pouces de diamètre. Là. On parle vraiment là, d'astrophoto dans ce cas-ci. Le 12 pouces de l'observatoire devrait être capable. Moi, j'ai déjà été capable de faire 17,5 avec un 6 pouces sans faire trop d'efforts. C'est peut-être un défi qu'on pourrait essayer de se donner peut-être l'an prochain ou un petit peu plus tard. Là. Voir si on est capable d'imager les astéroïdes qui portent le nom des membres du club. Parce qu'il y en a plus qu'un. Bon, Jupiter, on voit, elle se lève à peu près au coucher du soleil en début du mois d'octobre et son passage est en milieu de nuit, milieu de soirée, excusez, et elle se couche en 2h55 en fin de nuit. Mais on voit que ça change relativement rapidement à la fin du mois de novembre, où le passage se trouve à 5 heures du soir et le coucher à 10 heures, heure normale de l'Est. Donc, c'est pour vous rappeler que pour observer Jupiter, c'est le temps de courir après, parce que c'est vos dernières chances avant l'an prochain. Rétrograde jusqu'au 18 octobre, alors le mouvement de la planète est rétrograde. Elle deviendra prograde le 18. Présentement, magnitude moins 2,6, qui est brillant. Dans le Capricorne, ce qui n'est pas très, très, très haut, mais elle est très brillante par rapport aux autres étoiles du firmament dans ce coin-là du ciel. Donc, facile à repérer. À 4 degrés de la Lune le 11 novembre. Et à peu près la même chose en octobre. Alors, la voici dans le Capricorne au 18 octobre. C'est pas nécessairement très, très haut, mais le Capricorne, c'est visible de Saint-Valérien de Montréal. On voit aussi qu'elle n'est pas très, très loin de Saturne. Et oui. Ah, excusez-moi, je ne voulais pas interrompre. OK. Juste peut-être m'expliquer la différence entre prograde, rétrograde, je n'ai pas bien compris. OK. La planète se promène dans le ciel par rapport aux étoiles. Alors, quand elle va vers l'est, Yves peut me corriger ici. Quand elle se déplace par rapport aux étoiles, il y en a une des deux directions qu'elle se déplace par rapport aux étoiles, c'est prograde, c'est-à-dire la direction qu'elle semble généralement tout au long de l'année tourner. Alors, de mémoire, c'est vers l'ouest. Et rétrograde, c'est que le mouvement bouge dans le sens inverse. Malheureusement, je ne l'ai pas sur une carte, mais on verrait que la planète se déplace tranquillement par rapport aux étoiles et puis elle fait une boucle en fait. Elle va se promener généralement dans un sens, puis hop, à un moment donné, elle fait une boucle. Elle va reculer, puis après ça, elle va revenir dans l'autre sens, elle va recommencer. Et c'est une illusion d'optique qui est
causée par le fait que ces planètes-là sont plus loin du Soleil et que nous, on les rattrape. Et quand on les rattrape, on les dépasse. Puis au moment où on les dépasse, on a l'impression qu'elles reculent par rapport aux autres étoiles dans le ciel. Alors, voici le rapprochement Jupiter-Lune. Le 11 novembre, en début de soirée, ça devrait être beau aux jumelles. Ce serait une belle observation aux jumelles. Malheureusement, la Lune bouge rapidement. On parle de 15 degrés par jour. Alors, c'est le 11 novembre à 21 h qu'il faut l'observer. Le 10 ou le 12, malheureusement, la Lune sera très loin. C'est le défaut des rapprochements avec la Lune. Alors, pour vous rincer l'œil, voici une image récente du 20 septembre que Roch Lévesque a faite à Terrebonne avec son télescope de 14 pouces. Puis une caméra CCD dédiée. Généralement, Roch travaille avec plusieurs images. Alors, il fait une vidéo, il sort les meilleures images de ça, il les empile toutes une par-dessus l'autre. Puis, il nous donne une image qui a vraiment l'air d'une image là, qui aurait été faite par Hubble ou quelque chose comme ça. C'est vraiment c'est plus beau que ce que vous pouvez voir à l'oculaire. Vous autres, même, vous ne verrez pas autant facilement de détails à l'oculaire. Et on en voit une autre, Damien Peach, qui on considère comme un astronome amateur, mais qui utilise le Telescope en hémisphère sud. Et puis là, on voit 3 lunes de Jupiter et on voit que tu es capable de faire sortir des détails des lunes. C'est des observations. J'ai déjà entendu des amateurs chevronnés parler qu'avec un gros télescope 20 pouces en montant, là, qui ont observé Jupiter et qui ont vu des détails sur les lunes de Jupiter. C'est vraiment un défi à réaliser. Et lui, Damien, lui, le fait en astrophoto avec un télescope un peu plus gros que ce qu'on a présent dans le club. Saturne, on voit que elle se lève plus tôt en journée. Alors, au 1er octobre, elle se lève à 4 heures l'après-midi et à la fin du mois de novembre, elle va se lever à 11 heures le matin. Alors, et puis, c'est l'heure du coucher là, qui est vraiment la plus problématique. Elle va se coucher à 20h42, heure normale de l'Est. Oui, il va faire noir, mais ça va faire un petit bout qu'elle passe sur l'horizon et qu'elle va être cachée par derrière les arbres. Alors, ça va vous prendre un horizon vraiment bas pour observer Saturne au mois de novembre. Alors, on parle de 4 degrés de la Lune le 13 octobre. Dans le Capricorne, on l'a vu tout à l'heure, est relativement basse. Donc, on voit un autre rapprochement le 13 octobre. Saturne-Lune. Et on en a un autre. Là, on voit qu'en novembre, aussi le 13 novembre à 8 heures, Saturne est relativement basse. Alors, c'est une observation qui serait facile à faire si vous avez l'horizon beau. Voici une autre image de Roch Lévesque du début du mois de juin de Saturne. Et en voici une qui a faite en septembre où on s'est rapproché un petit peu, l'image est un petit peu plus grosse. La planète, on voit aussi qu'on voit plus de détails dans son traitement. Là. Il a pogné une bonne soirée, c'est certain, puis il a bien traité son image. Uranus, on voit que le passage roule de 3 heures du matin en début d'octobre à 21 à 10 heures sur le fin du mois de novembre. Donc, c'est relativement bien placé. C'est le temps pour. Je vous recommanderais, si vous voulez vraiment l'observer, de vous y atteler plus tôt que tard, parce que, bon, elle va être bien placée en octobre et en novembre, mais en novembre, il va faire plus frais, puis en décembre, elle va être encore disponible, mais il va faire encore moins chaud. Alors, c'est pas juste de la trouver, là, c'est d'avoir une observation qui est quand même agréable. Alors, c'est relativement bien placé. Opposition le 5 novembre. Donc, le 5 novembre, on voit que son passage est à 1 heure du matin, alors qu'elle est presque complètement à l'opposé. Elle est à son plus haut dans le ciel, si vous voulez. La soirée où elle sera
présente la plus grande partie de la nuit de l'année. Alors, malheureusement, elle se trouve dans un ciel riche en étoiles de magnitude similaire. Alors, c'est relativement difficile à détecter. Je vais féliciter Julien ici pour en avoir fait l'observation lors de dernière sortie à Saint-Valérien. Elle se trouve dans le bélier taureau. C'est relativement haut, alors c'est bien placé, mais c'est un peu proche là, d'un champ d'étoiles qui est relativement assez fourni, qui présente un peu un défi. Ça vous prend idéalement une vraie carte pour être capable d'observer ça. Alors, j'en ai une ici qu'on voit pour 2021. Alors, on voit où se trouve là, dans le bélier et à quel point Uranus bouge. Alors, c'est pas un point très brillant, puis il y a quand même un champ d'étoiles assez riche alentour. Alors, c'est un bon défi pour l'observer. Neptune, la même chose, sauf que bon, elle est un petit peu plus précoce. Elle se lève un peu plus tôt et elle va se coucher un petit peu plus tôt, mais relativement bien placée encore. On parle ici qu'elle est juste après la position, donc elle est visible toute la nuit ou à peu près en octobre. Bon, en novembre, on voit qu'elle se couche relativement un peu plus tôt, là, à minuit et demi. Mais au mois d'octobre, c'est relativement bien placé. On la voit encore dans le ciel, encore dans le même coin. Alors, vous la voyez pas loin du Verseau, assez haut, mais dans un champ peut-être un petit peu moins riche. Alors, on va parler des comètes parce que il faut toujours parler des comètes. Il y a seulement 2 comètes qui sont de magnitude 10 ou moins. Alors, 6P d'arrêt et 67. Churyumov-Gerasimenko. Chury qui fait le tour relativement rapidement du système solaire en cours de 4 ans. Alors, malheureusement, c'est des comètes qui sont de magnitude relativement faible. Donc, il n'y a pas nécessairement de quoi courir après si vous voulez vraiment faire l'observation. Libre à vous, mais vous n'aurez pas une très longue queue et des choses comme ça. Ce ne sera pas particulièrement spectaculaire. Pluie d'étoiles filantes. C'est une année normale pour les Orionides. Malheureusement, la Lune est défavorable. Alors, les deltas origides et les draconides, eux, sont peu actifs, mais favorisés par la Lune. Il n'y aura pas de Lune. Et il y a la même chose pour les taurides. C'est très rare, mais ils peuvent produire des bolides. Alors, en gros, je pense que ça ne sera pas une particulièrement bonne année pour les étoiles filantes. Sauf que le 21 août, pas loin après Perséide, il y a eu un super gros bolide qui a été observé à peu près dans l'ouest du Québec, qui est dans l'est de l'Ontario. Alors, la carte que vous voyez, ce sont les rapports d'observation de l'American Meteor Society. Et la ligne bleue que vous voyez en plein centre, c'est la trajectoire qui a été estimée de cette bolide-là. Alors, ça passe aux nouvelles. C'était super brillant. Le ciel était dégagé, alors c'est évidemment condition de base. Ça a été vu par ma fille Clara, qui était en camping cette fois-là, par d'autres personnes, d'autres copains sur Facebook. On pense que le point de chute était en quelque part au nord de l'État de New York. Alors, on parle de 169 rapports d'observation. C'est vraiment beaucoup. Il y a même 2 vidéos et malheureusement, elle n'a pas été observée à Saint-Valérien. Alors, la seule difficulté avec cette observation-là, c'est que, alors, voici les vidéos. Je vais vous présenter une vidéo. Alors, on va le voir. À quel point c'était vraiment, vraiment brillant comme objet. On va recommencer. Au début. Alors, c'est super brillant. Le problème, bon, à ma connaissance, il n'y a pas eu
d'expédition. Et puis, il y a... Ah, l'avez-vous vu? Non, hein? Je présentais ça au mauvais endroit. Attends, une seconde, toi. On voyait à quel point c'était particulièrement brillant dans le ciel la nuit. La caméra même le détecte. Alors, c'est vraiment impressionnant comme observation. Je vous présente ici une image des Perséides qui a été prise par Pierre Martin d'Ottawa. Dans son image, il y a 282 étoiles filantes de la nuit du 13 au 14. C'est de la poussière qui a été émise par la comète Swift-Tuttle et qui génère les Perséides. Alors, c'est une super belle image qu'on voit du ciel d'étoiles filantes. Évidemment, il n'a pas gardé sa caméra ouverte toute la nuit. Il a pris plusieurs images et puis il a fait une composition par après. Une autre image, cette fois-ci, qui a été prise de l'espace par le satellite NOAA 20, qui est un des satellites utilisés pour faire de la météo. Alors, on voit à quel point on connaît la péninsule de la Gaspésie et on voit aussi toute la pollution lumineuse de Montréal qui est plus généreuse, qui est plus grosse qu'on voit que la pollution lumineuse de Boston et de loin. Pourtant, Montréal n'est pas nécessairement beaucoup plus grosse que Boston. Alors, on y regagne, puis c'est peut-être pas un concours qu'on voudrait vraiment gagner. Dans les autres nouvelles, on parle de Bételgeuse. En 2019 et en fin 2019, début 2020, elle était devenue une étoile variable de façon inexpliquée. Alors, généralement, Bételgeuse, c'est pas considéré variable, mais elle a baissé de pas loin d'une magnitude. Et elle était basse en février 2020 parce que elle était basse pendant que j'étais dans ma semaine de vacances astronomiques en d'hiver. C'est dans Orion, donc c'est bien placé en hiver. Et finalement, vous voyez en bas à droite des images qui ont été prises par le télescope Very Large Telescope, le VLT. Et on voit que c'est des images du disque de cette étoile-là qui est relativement proche, donc ils peuvent en faire une image de surface. Et on voit que c'est un nuage de poussière qui est en orbite autour de l'étoile, qui a passé devant l'étoile par rapport à nous et qui a caché la lumière de l'étoile. C'est pour ça qu'elle a perdu de son intensité. Alors, à l'époque, on se disait, oh, peut-être qu'elle est en train de s'effondrer puis qu'elle va exploser comme une supernova. Même à l'époque, ça semblait peu plausible comme scénario, mais c'est maintenant confirmé. Vous voyez dans les deux images du centre à quel point il y a une tache sur le globe de l'étoile. Et c'est vraiment le nuage de poussière qui passe devant. On parle des étoiles variables. Mira dans la baleine, c'est bas, mais c'est très, très, très variable. On parle de magnitude 3.4 à 9.3. Et Algol, qui est de 2.0 à 3.5. L'automne nous présente plusieurs étoiles variables. On les voit ici. Je vous parle un petit peu d'Algol. Algol, c'est une étoile triple qui n'est pas nécessairement qu'on ne peut pas séparer à l'oculaire. Mais comme vous voyez l'image en dessous de la photo d'image, le petit graphique au milieu en bleu, on voit l'étoile, la magnitude de l'étoile, alors à quel point c'est précis et c'est très prévisible. C'est 2,86 jours comme période. Alors, si vous voulez vous faire la main à faire l'estimation d'étoiles variables, Algol est une bonne candidate et elle est bien placée en hiver parce qu'on voit là que Cassiopée est percée, ce qu'on trouve Algol dans la carte qui est en bas. Vous la voyez presque au milieu de la carte, là, en dessous de M34. Et c'est présentement relativement haut dans le ciel. Alors, c'est bien placé. On voit aussi les dates où est-ce que
il y a des nuits, il y a certaines nuits où les minimums sont observables en milieu de nuit. Alors, le 2 octobre, le minimum est à 23h32. Le 5, je pensais que j'en avais fait une liste. Alors, le 5, après ça, il y a les minimums se trouvent dans le jour et après, on revient le 25 en début de soirée et ensuite on revient le 14 novembre encore en milieu de nuit. Alors, c'est relativement beau. C'est une expérience que j'aimerais faire, de faire des photos durant toute une nuit de Algol ou une partie de la nuit pour faire une image de montrer la variabilité de l'étoile variable. Alors, inauguration de l'observatoire, on vous en a parlé un petit peu. Alors, voici quelques photos qu'on a prises durant notre inauguration. J'en ai pris seulement juste 4 ici. Vous voyez en bas à droite l'observatoire tout ouvert avec son télescope prêt à observer qui a été utilisé plus tard dans la nuit. Et puis, on a fait un pique-nique, comme vous voyez avec notre table à pique-nique et puis nos hamburgers. Et François Ferrefis en bas à gauche présentait l'historique du club. Et plus tard en nuit, on a fait l'observation. Côté nouvelle, malheureusement, je vais vous annoncer le décès de Carolyn Shoemaker le 13 août. C'est tout récent. Alors, elle faisait partie du trio Shoemaker-Levy avec David Levy qui a découvert plusieurs comètes, dont Shoemaker-Levy 9 qui s'est écrasé sur Jupiter. Elle était mère de famille, alors elle a élevé ses enfants. Puis après avoir élevé ses enfants, elle s'est associée à son mari Gene Shoemaker. Et pour l'aider dans ses travaux de recherche, ils se sont associés avec David Levy. Puis après ça, ils ont fait plusieurs découvertes, dont plusieurs qui sont très célèbres, Shoemaker-Levy 9. Alors, elle est décédée à l'âge de 92 ans, je pense. David est encore vivant, mais son mari est décédé dans un accident de la route en 1996, relativement jeune. Bon, on approche dans le ciel profond. Je vous présente certaines images. Alors, voici une de Samuel, la voile du cygne. C'est une super belle photo faite à partir probablement d'une lunette relativement courte focale. Je n'ai pas noté les particularités de la photo de Samuel, mais c'est super beau à voir. Ça se voit bien avec un petit télescope aussi, avec un filtre Oxygène 3. Vous pouvez vraiment voir la nébuleuse telle qu'elle, comme ça, au télescope à l'œil nu. Si on a un télescope avec un peu plus grand champ, ici, on en fait en fait avec un panorama, c'est 3 images qui sont raccrochées ensemble. C'est le résultat de l'explosion d'une étoile et où tout son gaz s'éloigne tranquillement. Alors, la partie qui est à droite, c'est l'image que Samuel nous a faite et la partie qui est à gauche, c'est la deuxième dentelle du cygne, souvent qu'on observe. Alors, à l'oculaire, au télescope, on va observer les deux, mais séparément. On ne peut pas avoir les deux rentrer dans le même champ d'un télescope. Mais c'est absolument superbe à observer. Puis comme c'est pas loin du cygne, le cygne qui est une constellation très brillante et facile à repérer, c'est une observation qui n'est pas particulièrement difficile à faire. Alors, je vous présente une image de la Voie lactée de François Canel, Ellsberg, qui a fait ça avec une caméra Pentax bien ordinaire. Puis une caméra, une lentille relativement courte et c'est tout. Alors, pour les constellations du mois d'octobre, on parle Céphée, le Lézard, Pégase et le Verseau. Novembre, c'est Cassiopée, Andromède, le Triangle, le Poisson et les Baleines. Elles sont visibles en octobre aussi, là, mais elles sont un petit peu plus loin. Alors, il y a les étoiles doubles de couleur. Vous savez que c'est un membre de la femme qui a fait cette liste-là. Et voici celles qui sont visibles en automne. Surtout dans Pégase, Céphée, le Verseau. Alors, Céphée, c'est une constellation qui fait partie du mythe d'Andromède. Et
Elle faisait partie d'une des 48 constellations originales qui ont été identifiées par Ptolémée. On voit, ça a l'air d'une petite cabane relativement haut dans le ciel, pas super brillant, mais il n'y a quand même pas nécessairement non plus beaucoup de ciel profond là-dedans. En tout cas, il n'y a pas de messier à observer dans ces films. Pégase, le cheval, qui est encore aussi attaché à la légende d'Andromède. Et on voit le fameux carré de Pégase qui nous sert de point de repère dans le ciel d'automne. Et en haut à gauche, vous voyez le petit ovale rouge, ça c'est la galaxie d'Andromède. On parle ici dans le ciel profond de M15, alors en bas à droite, ou pas tout à fait en bas, à côté des nifs, on voit la petite tache M15, c'est un amas ouvert, globulaire, excuse, qu'on voit ici. Je pense que même c'est une de mes images à moi, ça. M15, un amas relativement brillant avec 6,4 de magnitude. C'est moins spectaculaire que M13, mais M13 a déjà disparu du ciel. Alors, si vous voulez vous rincer l'œil avec un amas globulaire, M15 est votre objet. On parle de 7 minutes de diamètre, le troisième en nombre d'étoiles variables. Oméga du Centaure, évidemment, le plus gros amas globulaire, alors malheureusement pas visible de Montréal, mais vraiment particulièrement impressionnant. Il y aurait un trou noir au centre, on n'est pas sûr. Elle a été découverte par Jean-Dominique Maraldi en 1746, contiendrait 9 pulsars. Elle est relativement facile à trouver parce qu'elle est au bout du carré de Pégase et facile à photographier. C'est l'amas double, malheureusement, c'est pas une image de l'amas double. L'amas double de Persée. Ah, le voilà. Ça, c'est une image que moi j'ai faite de la ville. Et on voit les deux amas en fait au centre de l'image, c'est un des deux amas et en haut, juste en dessous de l'écriture, c'est une partie du deuxième amas. C'est très spectaculaire. C'est presque même plus beau aux jumelles qu'au télescope. Et M71, qui lui se trouve en fin de saison, qui est un amas globulaire, qui est magnitude 8,2, c'est relativement facile à trouver, mais c'est un des objets de l'époque. Alors, Cassiopée, qui est la mère de Céphée, qui est la femme de Céphée, la mère d'Andromède, qui est une autre constellation qui est facile à trouver avec son W. On voit quelques deux objets, 52, 103. Il y a d'autres objets du ciel profond du catalogue NGC. Juste observer la constellation elle-même est particulièrement impressionnante. Voici une image que j'ai faite de la ville avec une caméra photo bien traditionnelle pour vous donner une bonne impression de quoi ça a l'air comme image. Et on le voit ici avec sur une carte. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de NGC, c'est beaucoup d'amas ouverts dans ce coin-là. C'est un coin particulièrement bien populé pour ce type d'objet-là. On voit ici, l'amas double complètement au centre d'image à gauche. Alors, l'amas se trouvant entre Cassiopée et Persée à mi-chemin entre les deux. Il y a la nébuleuse de la Chouette, l'amas ouvert de la Chouette, NGC 457, la ET Cluster, qui se trouve un autre petit amas ouvert en bas. C'est un objet qui ne se trouve pas dans le catalogue de Messier, mais qui se trouve dans plusieurs autres catalogues, dont le Caldwell, qui est un autre catalogue beaucoup plus récent qui date du 20e siècle, et par l'astronome, dont j'oublie son nom, un astronome britannique, et qui bouchait le trou du catalogue Messier avec plusieurs beaux objets que Messier n'avait pas vu. On l'appelle le ET Cluster parce que, comme on a vu dans le dessin tout à l'heure, on peut faire le dessin du petit bonhomme, découvert par Herschel en 1787, relativement proche à 6900 années-lumière, avec quand même assez d'étoiles de magnitude abordable et visible aux jumelles. Alors, c'est peut-être même la meilleure manière de la voir, ou avec un bon télescope, mais avec peu de grossissement. À Andromède,
On la voit avec à côté du carré de Pégase et son principal objet, sa tache rouge en plein milieu, là, c'est M31. On voit ici sur la carte. M31, vous voyez alentour, il y a M32 juste en dessous et M110 en haut. Dans ce coin, quand vous êtes rendu dans ce coin-là, c'est ces trois objets-là que vous voulez vraiment voir, observer. Si vous avez un télescope qui a assez de champ, vous êtes capable de les observer les trois en même temps. C'est pas nécessairement facile. Souvent, on peut en faire deux d'un coup. C'est pas bouger un petit peu, puis avoir M31, puis trouver l'autre, M132 ou M110, dépendant de ce qu'on voulait. Ça a été reconnu comme une galaxie depuis 1926, que c'était Hubble qui avait découvert ça avec le 100 pouces en Californie. Découvert en 1612, Hubble, lui, a observé des céphéides, et c'est avec les céphéides qu'il était capable de faire une mesure de distance de cette galaxie-là. Relativement brillant avec 3,44 de magnitude, 3,14 degrés de largeur, alors c'est 6 pleines lunes de large. Télescopiquement, à l'oculaire, on parle facilement de plus que 30 secondes, peut-être pas loin d'une minute. Alors, c'est vraiment gros même à l'oculaire, à l'œil nu. On parle de 1230 milliards de masse solaire. Si vous avez un site assez noir, c'est un objet qui est visible à l'œil nu, comme une toute petite tache qu'on devine dans le ciel. En dessous, on s'est déjà amusé avec plusieurs types de télescopes à regarder M31. Moi, j'avais mon petit 4 pouces, là, puis selon la grosseur du télescope, on voit bien des choses différentes. Et même avec un petit 4 pouces, vous voyez comment c'est étendu à Andromède, c'est ça qui était intéressant. Andromède est très brillante puis très étendue. Fait qu'un petit télescope avec champ large vous donne une observation vraiment intéressante. Ouais. Absolument, absolument. Et en dessous d'Andromède, il y a M33, qui est une autre galaxie, qui est la galaxie du Triangle, qui, elle, est une galaxie qu'on voit de face. Elle est plus difficile à observer à l'œil nu et plus difficile à trouver aussi parce qu'il n'y a pas d'étoile guide proche. Mais quand vous l'avez trouvé, c'est absolument beau à voir. Et c'est très étendu. On la voit ici. C'est une spirale qu'on voit de face. On parle qu'elle est seulement 5% de la masse d'Andromède. Elle a été découverte pas mal plus tard, en 1764. Elle aussi, c'en est une qui est visible à l'œil nu dans un ciel très, très noir. Et c'est Lord Ross, qui est peut-être le dernier grand amateur, le dernier grand astronome qui, en tant qu'amateur, a apporté, augmenté la connaissance scientifique. Alors, c'est Lord Ross avec le Leviathan of Parsonstown, le super gros télescope, des fois qu'on voit dans un château, là, qui a découvert la nature spirale de cette galaxie-là. Et ça tranche le débat là, de la nature de ces objets-là en observant des étoiles variables et donc 35 céphéides. Les céphéides sont importantes parce que c'est une étoile variable qui a une périodicité particulièrement précise et qui, dépendant de la période, on peut, avec estimer la luminosité, mesurer directement la distance. Et donc, on peut mesurer par inférence la distance de la constellation du Triangle. C'est une des... Oui, Shirley? Oui, est-ce que c'est possible de savoir sur quelle était la nature du grand débat? Je pense que c'était, j'ai oublié de le noter, je pense que c'était vraiment sur la nature même de l'objet lui-même. À cette époque-là, on ne savait pas si c'était... on n'avait pas des télescopes assez puissants pour résoudre ces objets-là, pour en voir des étoiles. On voyait seulement des taches de gaz. Alors, est-ce que c'était une tache de gaz ou est-ce que c'était un nuage d'étoiles qui est tellement loin qu'on ne voit pas les étoiles, mais qu'on voit ça comme un nuage? OK. C'est quand finalement là qu'on a vu que vraiment que c'est une galaxie. C'est à ce moment-là qu'on a été capable de faire la différence entre une galaxie puis une nébuleuse, comme une nébuleuse planétaire, par exemple, comme l'anneau de la Lyre ou la Dome Belle. Okay. Non, mais je veux dire, c'était quand que finalement, là, le débat a été tranché?
C'est Lord Ross qui a fait ça avec En son 1850, d'accord. 150 avec son Leviathan of Parsons, que j'ai pas mis de photo, là, mais c'est le super gros. Il existe encore d'ailleurs ce télescope-là, puis c'est maintenant un musée. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez pas observer avec le télescope, mais vous pouvez le voir. Alors, les poissons constellation qui remonteraient aux Babyloniens, sont attachés ensemble pour ne pas les perdre. Et puis ça, c'est parce qu'il y a des étoiles assez brillantes pour suggérer qu'ils sont attachés. Parce que franchement, il n'y a pas nécessairement grand-chose. Dans les poissons, c'est une constellation qui est bien à repérer, mais qui n'a pas nécessairement beaucoup d'objets du ciel profond à observer. Bon, je vous montre une dernière image de M31. On voit M31 ensemble au milieu. M110 et M32 qui est un petit peu plus grosse. Alors, les trois, c'est une image qui n'est pas nécessairement facile à faire parce que on parle de plusieurs degrés et généralement, le champ d'un télescope normal nous donne une image plus petite que ça. Alors, en rappel, quelles sont les observations qu'on peut faire? Bon, la prochaine sortie au terrain, si la météo s'y prête, alors ça sera le vendredi, samedi ou dimanche de cette semaine qui s'en vient. Les planètes, c'est encore favorable pour les géants, Saturne et Jupiter, mais surtout en octobre. Mars, c'est la nuit, mais en fait, pas particulièrement intéressante. C'est surtout les librations de la Lune qui sont à voir, qui peuvent nous présenter vraiment une opportunité d'observation qui est assez intéressante. Dans le ciel profond, ben, on a affaire à M15, tout le coin d'Andromède. Il y a l'amas double, le E.T. cluster. Les étoiles filantes, pour les Léonides, c'est pas particulièrement favorable à cause de la présence de la Lune au moment du maximum. Alors, c'est pas une bonne année pour ça. En nuit, plus tard, on a le ciel de début d'hiver, de fin d'automne, les Pléiades, les M45, les Iades dont je n'ai pas parlé dans le Taureau, M1, Orion aussi, si vous restez assez tard au terrain en octobre ou en novembre, peut-être plus, M42, M43 vont se lever. C'est une observation que je vous encourage à faire si vous en avez la chance, parce qu'il va faire pas mal plus chaud que si vous vous essayez à la fin du mois de décembre. Alors, eh bien, c'était tout pour le ciel du mois d'octobre et de novembre 2021. Alors, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je vais te remercier, Patrice. C'est une très belle présentation. On a vu bien des nouvelles choses. Merci d'avoir fait cette présentation. Les photos sont belles aussi de l'inauguration. Ça nous rappelle